Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Vulgariser l'écologie, je pensais que c'était impossible et puis j'ai découvert le magazine en ligne The Good Goose. Oui, je le prononce un peu mal, mais j'ai du mal en anglais, je suis désolée. Un magazine où l'écologie devient accessible et ludique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sa cofondatrice, Victoire Sato, une femme d'une extrême intelligence et surtout bienveillante. Dans cet épisode, nous parlerons bien sûr de l'écologie, du secteur de la mode et de cette volonté de changer les choses et notre vision des choses, justement. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar Touchatou qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles, s'il te plaît, sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Victoire. Salut Tia. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi de me recevoir, je suis très honorée. Alors, une petite question toute simple pour commencer, mais pour te mettre dans l'ambiance un peu du podcast. Tu es plutôt thé ou café ? Alors, c'est un choix cornélien. Je bois les deux, j'aime beaucoup les deux, mais je dirais thé plutôt parce que l'histoire familiale voilà, autour des femmes et du thé, c'est un petit moment de plaisir partagé qui est un peu un rituel, donc voilà. D'accord, ça me va. Il est 18h30, un petit thé, ça me va aussi. On est parti pour une pause thé alors. Alors, on va remonter un petit peu le temps pour essayer de comprendre la femme que tu es devenue aujourd'hui. Tu étais quel genre d'enfant avant ? J'étais une enfant, écoute, très sage, très dans sa bulle. Pas nécessairement solitaire, j'étais sociale, mais j'avais un monde imaginaire assez intense. Et je crois, dès petite aussi, une soif de comprendre et d'apprendre et une curiosité qui m'a amenée à être un petit peu probablement au départ à papillonner dans diverses disciplines, à m'intéresser à plein de choses. Et j'ai grandi comme ça avec une grande curiosité pour tout un tas de sujets, dans une famille où j'ai été hyper aimée. J'ai eu beaucoup de chance, une famille dans laquelle la notion de famille et la solidarité est très importante, entourée de ma grande sœur, Émilie, et de mon plus jeune frère Thibaut, avec lequel j'ai co-créé l'entreprise aujourd'hui. Alors justement, on en parlera tout à l'heure, mais avant, on va continuer cette évolution. Adolescente, est-ce que déjà tu savais ce que tu voulais faire dans la vie ? Est-ce que pour toi, tout était clair ? Tu sais, des fois, il y a des enfants qui ont ce rêve un peu fou d'être, je sais pas, astronaute, médecin. Est-ce que pour toi, c'était décidé ou pas du tout ? Alors, c'est un peu particulier. Moi, j'avais la face A et la face B. La face A, c'était la face visible et la face conforme à ce qu'on attendait de moi et qui était extrêmement déterminée, tel que tout ce que tu peux le décrire. Le discours de l'enfant qui veut être médecin, c'est un discours que j'ai tenu depuis mon plus jeune âge, mais en ayant déjà, en fait, dès cet âge-là, la certitude que je le faisais par devoir familial et par représentation, et parce que c'était ce qu'on attendait de moi. En fait, donc je suis la deuxième. J'ai une sœur qui s'est positionnée tout de suite comme étant plutôt une artiste, qui a très tôt déclaré qu'elle voulait faire de la musique et qui, pour des petits soucis de santé, a été peut-être particulièrement écoutée et laissée libre dans ses choix. Et moi, je suis arrivée en second, donc hyper sage, hyper carré. Et j'ai tout de suite été étiquetée comme le profil scientifique et première de classe de la famille. Et je me suis un petit peu conformée à cette idée. J'ai une famille, entre autres, faite de médecins et de pharmaciens. Et dès l'âge de 7-8 ans, j'ai exprimé le fait que j'allais probablement être pédiatre parce que j'aimais bien mon pédiatre et puis que c'était de la médecine. Mais ça, c'était pour faire plaisir à mes parents et mes grands-parents. Et puis qu'après, je voulais être à l'époque designer de voitures. Je voulais faire ce qui n'avait rien à voir. Et en parallèle, donc
un petit peu plus tard, ayant mis le nez dans les magazines de mode de mes arrière-grand-mères, j'ai commencé à être, à m'intéresser à cette discipline qui me fascinait. Et autour du 10-12 ans, j'ai décrété que finalement je voulais faire Vogue, littéralement. C'était le métier rêvé, mais je savais pas que c'était un métier, je savais pas comment on faisait, certainement pas s'il y avait des études pour ça. J'ai grandi dans une ville de province à côté de Nice, dans laquelle il n'y avait pas 36 options de facultés et de diplômes possibles, et donc je me suis accrochée à ça un peu comme quelque chose de chimérique, et en me disant que je verrais avec les années comment y parvenir, et je voyais plus ça peut-être comme un side project. J'ai gardé donc cette idée de faculté de médecine. À vrai dire, je crois que j'ai tout fait dans ma scolarité pour éviter d'y aller, à savoir notamment un bac économique et social. J'ai eu une petite crise de rébellion en seconde où j'ai fait un pied de nez à mes parents en leur disant que non, c'est pas avec 6 de moyenne en maths que j'allais être une scientifique. J'ai pas réussi donc à aller en section scientifique, et malgré tout, ayant passé mon bac, je me suis dit bon, je vais quand même prouver à tout le monde que je vais rater médecine. Au moins, je ne regretterai pas d'avoir tenté le coup. Et puis, on verra plus tard ce que je veux faire réellement, quoi. Et en fait, en première année de médecine, je suis quelqu'un qui marche quand même énormément au défi, qui suis assez organisée, assez méthodique. Et puis, une année à cravacher, finalement, c'était dans mes cordes. Et à l'époque, j'ai travaillé avec mon amour de l'époque, qui m'a vachement soutenue aussi et aidée. Et j'ai fini par rentrer en deuxième année de médecine et me retrouver un peu comme une idiote, à me dire mais ok, maintenant que j'ai ça, je peux pas cracher dans la soupe, je vais continuer pour voir un peu. Ça a l'air intéressant, c'est quand même un métier qui est reconnu socialement, professionnellement, il y a une certaine stature, intellectuellement c'est intéressant aussi. Pourquoi pas? Et puis j'ai continué ces études longues durant 11 années, avec chaque année un peu en arrière-pensée l'idée que ça m'intéressait, mais que c'était pas vraiment fait pour moi, que j'apprenais des choses dont ça m'allait, ça allait m'amener, voilà, comme je l'ai dit, un métier, une sécurité de l'emploi, une reconnaissance sociale. Et du coup, très tôt, je me suis dit c'est pas grave, je vais cultiver cet amour pour la mode et toutes les choses qui m'intéressent autour en parallèle. Je suis vraiment quelqu'un d'hyperactif, qui dort pas beaucoup, qui a une grosse capacité de travail et qui suis assez insatiable quand il s'agit d'apprendre des choses. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait durant toutes mes études. J'ai essayé de m'en extraire aussi. Je l'ai fait en synthèse, mais dès que j'ai pu, en partant voyager à l'étranger. J'ai fondé la structure Erasmus dans ma fac de médecine qui n'existait pas à l'époque. Donc, j'ai été la première étudiante avec une amie à partir 6 mois pour aller clairement faire l'école buissonnière à Munich dans les galeries d'art et dans les différents sites d'exposition d'art contemporain, parce que c'est une ville qui est très connue pour ça. J'ai ensuite décidé de partir à Paris pour mon internat pour les mêmes raisons, pour avoir accès à tout un pan de la culture, à des conférences, à des événements, à des vernissages, à des cours du soir que je ne pouvais pas, auxquels je ne pouvais pas avoir accès à Nice. Et en fait, tout ça était hyper flou. J'avais absolument pas d'idée de ce vers quoi ça m'amènerait. Je me disais, je vais exercer la médecine pendant 10 ans. Je vais gagner de l'argent parce que la radiologie, donc qui est ma spécialité, c'est un métier dans lequel c'est une vraie réalité, quoi. On a un revenu conséquent. Et je vais probablement autour de mes 40 ans, quand j'en aurai marre, faire autre chose, ouvrir une galerie d'art. Ça me trottait vraiment dans la tête. Voilà, c'était pas plus clair que ça. La seule chose qui était claire, c'est qu'il fallait que j'ai un diplôme et que, en fait, entre la 2e et la 11e année de médecine, c'est le no man's land des diplômes. Si tu t'arrêtes, tu n'as rien. Donc, voilà, j'étais déterminée dans mes rêves et puis j'étais conformée dans la réalité, pour te répondre. Est-ce que le fait de rester 11 ans dans un métier qui, au final, n'est pas quelque chose qui te passionne, est-ce que tu as l'impression, avec le recul, que c'était une sorte de confort? Tu sais, ces métiers où tu te dis, allez, c'est quand même une voie de secours qui est quand même cool. Et si je suis là, je suis quand même un peu protégée, alors que peut-être que ce rêve un peu fou qu'est la mode, je sais pas où ça va me mener. Donc peut-être que dans un sens, ça n'a pas de sens d'aller dans ce truc-là, alors que là, tout est très logique, tout est très carré. Est-ce que tu penses qu'avec le recul, c'était peut-être la facilité de ce métier un peu rassurant?
C'est intéressant, il y a plusieurs choses. La facilité, je peux pas employer ce terme parce que les études de médecine, c'est fascinant, mais c'est vraiment c'est une maîtresse ultra exigeante. Tu peux pas faire autre chose ou alors en dilettante, ce que j'ai fait. Ça te demande une capacité de travail énorme, une gestion émotionnelle énorme aussi, et tu peux pas le faire à moitié. Donc, c'était pas facile. En revanche, c'est une expérience que durant mes études, j'ai adorée et que j'ai continuée parce que elle m'enrichissait en fait à plein de points de vue. Déjà d'un point de vue humain, de compréhension évidemment du corps humain et aussi tout ce que tu peux apprendre en termes d'empathie au contact des êtres humains sur la maladie, sur la mort, la manière de te comporter. C'est vraiment c'est une métamorphose et c'est une chance, je pense, parce que ça te donne aussi conscience très tôt de ta finitude, de ta condition de potentiellement mourant, potentiellement malade. Et moi, ça m'a appris à profiter à chaque minute de mon existence de personne en bonne santé, avec, tu vois, pas victime d'un handicap, avec un contexte socio-économique favorable, voilà, à reconnaître la chance que j'avais d'avoir toutes ces cartes en main. Je pense que, pour te répondre précisément, c'était pas vraiment du confort parce que je me sentais pas à ma place, et ça c'est très étrange, mais je me sentais pas légitime alors que j'étais bardée de diplômes et que en fait, comme je suis quelqu'un qui fait à fond et qui a besoin de vivre dans l'intensité, je pensais que c'était encore plus d'intensité dans la médecine, à savoir potentiellement une carrière universitaire, de la recherche, des disciplines au sein de la radiologie qui sont voilà, des disciplines hyper pointues, des diplômes dans les diplômes, etc., dont j'avais besoin. Donc c'est un parcours que j'ai eu et que j'ai testé. Et en fait, c'est comment dire, c'est un petit peu brouillon ma manière de répondre, je m'en rends compte, pardon, mais je me rendais compte que tu veux en venir, mais vas-y, trouve tes... En fait, je flétrissais, si tu veux, de l'intérieur. J'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie, et je savais au fond de moi que c'était une facilité temporaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je voulais pas cracher dans la soupe. Je savais très bien que c'était une chance immense d'avoir accès à ces études, à ce savoir, à cette confraternité aussi, parce que c'est un milieu dans lequel on est vraiment, c'est une famille, il y a un gros compagnonnage durant toutes tes études, etc. Donc c'est très protégé. Maintenant, pendant toutes ces années, j'avais la sensation que la vraie vie, elle était ailleurs, et que j'allais sortir à un moment donné de ce cocon et m'en extraire avec tout ce que ça comportait effectivement de deuil et de renoncement. Mais aussi en ayant conscience de tout ce que ça m'apporterait dans ma vie professionnelle secondaire. À l'époque, je ne savais pas du tout quelle forme ça aurait. Mais en l'occurrence, aujourd'hui où je n'exerce plus la médecine, je suis excessivement reconnaissante de tout ce qu'elle m'a appris. Déjà parce que voilà, j'ai appris la discipline, j'ai appris la méthode, j'ai appris à faire des recherches scientifiques, à extraire des informations, à les synthétiser, à les rendre accessibles, à communiquer aussi simplement. Et puis j'ai appris à canaliser cette soif d'apprendre. Et de toute façon, The Good Goods tel qu'on l'a construit, à savoir un pont entre le monde de la science et ce que la science peut apporter à la mode, aussi bien en termes de statistiques terrifiantes que de solutions positives, n'existerait pas sans mon background. Donc, je pense que j'avais conscience que c'était un renoncement temporaire. Et les choses sont arrivées spontanément dans l'ordre, en fait. C'est-à-dire qu'avant ça, j'aurais pas fini mes études, et après ça, j'aurais été, je pense, trop blasée et trop peut-être dans le confort matériel de cette situation, tu vois, de radiologue installé. J'ai quitté ce domaine aussi étant, tu vois, célibataire sans enfant. J'ai pas pris énormément de risques autres que pour moi-même. Et c'est vrai que je t'ai posé cette question parce que souvent, je rencontre des gens qui ont un rêve,
comme ça, dans le coin de la tête depuis des années et qui ont peur de franchir le pas parce qu'ils sont dans un confort, justement par rapport à un métier qu'ils exercent des fois depuis plusieurs années ou qui ont fait des études justement un peu comme toi depuis très longtemps et qui se disent oui, mais c'est compliqué de partir de ce confort-là pour aller vers quelque chose que je ne connais pas, qui me fait rêver. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière cette barrière que je suis en train de me mettre. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question, pour savoir si toi, tu étais vraiment dans cette optique-là. C'est sûr que j'ai fait un rêve assez imagé au moment où j'ai pris cette décision de démissionner de mon poste de chef de clinique, parce que j'avais une place à l'hôpital ad vitam. J'ai fait un rêve hyper symbolique qui était celui en fait, où j'étais, si tu veux, au bord d'une falaise et je me trouvais dans une bulle de verre. Imagine un peu comme une boule de Noël, tu vois, ou une boule de cristal, appendue à cette falaise, vraiment suspendue à cette falaise. Et quand je regardais mes pieds, il y avait vraiment le vide sous moi, quoi. Et le jour où je me suis lancée, je me suis dit, bah ouais, c'est exactement ça. Je me jette dans le vide, mais malgré tout, j'ai assuré mes arrières. Malgré tout, je suis dans c'est pas une cage dorée, mais cette espèce de cage de protection. Et quoi qu'il en soit, le vide ne changera pas. Ce saut est à faire. Et donc, voilà, quoi. C'est les conseils que je peux donner un peu aux jeunes entrepreneurs. Mais quand tu te sens prêt, si tu as peur, tu auras peur dans 6 mois quand même, en fait. Et voilà. Et si tu sens que c'est le bon moment et que tes guts, que vraiment ton compas intérieur te dit qu'il faut y aller, voilà, il n'y aura jamais d'instant T où tu seras 100% sécure. C'est un peu le concept même des changements de cap et de l'entrepreneuriat. Il y a une citation que j'adore de Laure Adler, qui est chroniqueuse et écrivaine, chroniqueuse sur France Inter, qui dit faire confiance, être au bord du précipice et faire confiance à son abandon. C'est vrai. C'est vraiment c'est vrai. Exactement ça. Voilà. Comment t'es venue l'idée du magazine The Good Goods? Alors, écoute, elle est venue pour plusieurs raisons. En fait, c'était la rencontre entre ma passion pour la mode et mes interrogations récentes en matière d'empreinte environnementale des vêtements et les découvertes que j'avais pu faire à ce sujet. Donc en 2016, et puis les aspirations entrepreneuriales de mon frère. En gros, en 2016, c'était ma dernière année d'internat présumée. Je passais ma thèse et je voulais faire une pause. J'étais passionnée en parallèle par le monde de la tech. En fait, je voulais apprendre un peu à coder. Je voulais apprendre en fait toutes ces disciplines tech qui permettaient de partager des choses. Et donc je me suis inscrite en master 2. J'ai fait une année de pause dans mon internat. Je me suis inscrite en master 2 EdTech, donc Education Through Technology à Paris. Et donc j'ai à la fois fait du développement d'appli et à la fois écrit pour des médias en ligne. Donc faut savoir que l'écriture et la lecture, voilà, c'est vraiment des choses qui ont toujours fait partie de ma vie, que ce soit des blogs personnels, des carnets de voyage, enfin voilà, de tout temps, en tout lieu, j'ai toujours eu besoin d'écrire. Et donc j'écrivais durant cette année de césure pour notamment un média de mode un média de mode tout court, pardon. Et j'ai eu la possibilité de faire un dossier sur l'impact environnemental et humain de l'industrie de la mode. Et ce jour-là, je suis tombée de ma chaise parce que j'ai découvert des trucs horribles. J'ai pondu 20 pages en fait en appliquant la même méthodologie que ce que je faisais en médecine, c'est-à-dire aller chercher des informations qu'on appelle science-based, c'est-à-dire qu'est-ce que la science a à dire vraiment concrètement avec des chiffres, avec des études crédibles et validées par la littérature internationale. Et je suis tombée sur des résultats ahurissants pour te donner des exemples d'acidification des milieux aquatiques par la pollution liée aux teintures de nos vêtements, donc destruction massive de nappes phréatiques, de gens qui, dans les pays où on tanne le cuir, dans des conditions non réglementées, ont des cancers des poumons et de la gorge à 35 ans, mais avec une prévalence de 50%. Donc une chance sur 2 en cas d'exposition, enfin des trucs énormes, des malformations, etc. Enfin, des choses qui paraissent en fait d'une autre époque, c'est-à-dire que quand tu vois Erin Brockovich, tu vois le film sur cet activiste qui s'était opposé à l'équivalent de Monsanto avec en gros les conséquences des pesticides sur les gens qui vivent aux alentours. Là, c'est pareil, mais ça se passe maintenant et c'est moi avec mon portefeuille qui potentiellement cautionne ça. Et en fait, j'ai trouvé ça
atroce. Et secondairement, je suis allée chercher des marques et des pionniers qui avaient déjà trouvé des solutions ou qui proposaient des alternatives. Évidemment, tu te heurtes, surtout en 2016, à une offre qui n'est pas du tout mode, qui est très écolo, mais bon, quand tu aimes la mode, c'est un peu le désespoir. Mais n'empêche qu'il y avait déjà des gens, il y avait déjà des pionniers. Et je me suis dit, mais c'est fou. Moi, j'ai un pouvoir d'achat en devenir qui va être conséquent. C'est moi qui vais pouvoir acheter des robes qui coûtent X dizaines, centaines d'euros. C'est toutes mes copines qui me demandent des conseils toutes les 5 minutes auxquels je peux justement apporter des informations sur comment consommer différemment. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun média qui parle de ça, en fait? Tu as soit des médias très mode, soit des médias très écolos. Entre les deux, tu n'as rien. Et du coup, en fait, à la fin de cette année, alors que je reprenais ma dernière année d'internat, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie d'avoir quand même une bouffée d'air et cette année de master m'avait fait vraiment du bien. Je vais monter ma propre structure Internet, maintenant que je sais faire, je sais coder, etc. Je vais faire mon blog. J'en parle à mon frère qui est rentré du Costa Rica, qui lui a une formation business et qui m'a dit qu'il y avait une vraie volonté de créer une entreprise à impact depuis toujours. Et il m'a dit, mais je pense qu'il y a un truc à faire, viens, montons une entreprise, on ne sait pas trop ce que ça donnera et on ne sait pas trop quoi. À l'époque, on s'est dit, ce sera pas forcément, enfin, on n'avait pas l'idée du média. En fait, au départ, le site était juste une vitrine au sujet de ce qu'on connaissait. Ouais. Et donc, on savait pas si on allait faire du conseil, si on allait guider des marques. On savait juste qu'on voulait parler des conséquences de l'industrie de la mode et des solutions pour mieux faire. Et c'est comme ça que c'est parti. Et le média en lui-même n'a vraiment été déposé en tant que tel que en mai 2019, quand au bout de 2 années à rencontrer des gens, les écouter, savoir de quoi ils avaient besoin, faire différentes missions. On a fait du stylisme perso pour des personnalités qui voulaient s'habiller différemment sur des événements. On a fait du conseil aux entreprises, sur quelques journées d'évangélisation au sujet, par exemple, de matières alternatives, etc. On s'est dit, c'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire. Communiquer, ça nous botte. D'un point de vue créatif, c'est génial. Et c'est comme ça qu'on aura le plus de portée, en fait, en s'adressant aux citoyennes et aux citoyens at large, francophones en tout cas, mais il y a déjà pas mal à faire. Et donc, c'est à partir de là qu'on a vraiment positionné The Good Goods comme un média. Est-ce que c'est difficile d'écrire sur un secteur qui pèse des milliards? Est-ce que des fois, vous avez peur des représailles? C'est une bonne question. Je t'avoue que jusqu'ici... Je te pose cette question parce que je trouve que vous êtes objectif dans la façon dont vous traitez l'information, et l'objectivité dans le milieu de la mode actuelle qui est dirigée par la fast fashion, malheureusement, c'est pas très rose en fait. Et c'est vrai que je me suis posé la question en travaillant sur l'interview en me disant, mais est-ce que des fois ils n'ont pas des soucis avec des marques ou des choses comme ça? Écoute, peut-être que ça nous tombera un jour sur le coin de la face quand on soulève des scandales, et c'est vrai qu'on rentre un peu dans certaines marques. Alors, il faut quand même savoir que justement le scandale et les informations négatives, c'est pas du tout la majorité de nos contenus. On le fait ponctuellement quand vraiment il y a des choses qui nous indignent, par exemple la situation des Ouïghours en Chine, par exemple le mouvement Pay Up, donc lors du premier confinement, le fait que des marques de mode de fast fashion se soient complètement désengagées du jour au lendemain de leurs fournisseurs et en laissant tout le monde sur le carreau. Les cristaux aussi cosmétiques, on en a vachement parlé parce que ça c'est un sacré scandale depuis que ça fait fureur sur les réseaux. Mais à part ça, on essaye de 2 choses. Premièrement, toujours avoir, comme on le disait, une approche science-based, c'est-à-dire que c'est pas nous qui donnons la messe. Nous, en fait, les microbilles de plastique, on n'est pas responsable du fait qu'elles existent, et on va pas non plus accuser frontalement telle ou telle marque de fast fashion. Par contre, on va parler de cette étude sortie en Australie en 2015, qui est extrêmement sérieuse et qui a fait des prélèvements d'échantillons dans la mer et dans les poissons, et qui montre que la croissance de ces microbilles, elle est directement corrélée à la croissance de la fast fashion, et particulièrement aux alentours des pays qui la produisent et qui la consomment. Donc, tu vois, ça, c'est des faits. À partir de là, effectivement, on peut épingler les marques de fast fashion, elles peuvent se retourner contre nous en disant ça casse potentiellement notre marché, mais c'est pas de l'information déloyale. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaye toujours d'être le maximum bienveillant, pour plusieurs raisons. Déjà parce que
en fait, comment dire, l'éthique, c'est une question extrêmement personnelle. C'est jamais à nous de trancher pour un consommateur ou une consommatrice du bon choix à faire. J'entends par là que si toi, tu es végane, tu vas considérer que le polyester recyclé, c'est une meilleure alternative pour ton sac à main. Si moi, je ne suis pas végane, mais que je suis très engagée écologiquement, je considère que le polyester recyclé, c'est une matière qui est plus néfaste pour l'environnement que le cuir de seconde main, qui respecte selon moi l'animal. C'est mon choix. Et moi, au milieu, en tant que The Good Goods, je suis censée te donner les options et toi, tu es censé les choisir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en fait toujours être ultra bienveillant dans l'approche et éviter d'une part de servir la soupe, à savoir greenwasher en rendant des faux services aux marques et voilà, aux consos et à l'environnement. Et d'autre part, rester hyper humble, tu vois, en disant, voilà quelles sont les alternatives, à vous de choisir, et si vous avez des questions, on est là pour essayer de vous guider. Et peut-être, j'ajouterais que on fait aussi hyper gaffe à la véracité des informations qu'on donne dans un espace-temps donné. Particulièrement les statistiques, en fait, c'est un truc qu'il faut employer avec des pincettes et remettre dans leur contexte, parce que ce sont des chiffres, surtout quand c'est des chiffres un peu racoleurs, qui sont souvent réutilisés, transformés, pas bien compris. Et j'ai en tête, tu vois, un exemple caricatural qui est le fameux la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Ça, c'est absolument faux. En fait, il y a aucun point de comparaison. Ça a été balancé une fois. En fait, c'est a priori, ça l'était en 2015, la deuxième cause de pollution des eaux consommables, donc potables au monde, ça oui. En revanche, c'était sur une année donnée, sur un type de prélèvement donné dans une région donnée. Tu vois, c'était valable en 2015 et ça l'est plus forcément aujourd'hui. Et donc, tu peux dire énormément de conneries. Donc, essayez de toujours amener les informations de façon positive, humble, en les remettant en question. Et peut-être je finirai en disant que si les marques sont smart, les marques de fast fashion notamment, elles comprennent que le positionnement de The Good Goods et notamment de Onward, donc qui est notre chaîne de podcast plutôt à destinée du business, c'est pas de casser l'industrie traditionnelle, parce qu'on sait que c'est elle qui pollue le plus, donc c'est aussi elle qui a le plus fort pouvoir de transformation et d'impact potentiellement positif. Mais c'est plutôt de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de mettre en lumière les bonnes pratiques. Et donc, le fait de poker une marque en disant « Attention, se mettre à fabriquer des cristaux cosmétiques à tire-larigot, c'est peut-être une énorme connerie pour tout le monde, en fait. Ça va vous retomber dessus parce que c'est un scandale écologique et social, et il y a peut-être d'autres manières de faire. Donc, c'est comme ça qu'on l'aborde. Jusqu'ici, on n'a pas eu de procès ou de taclage par qui mais on n'est pas à l'abri. Et je pense que de toute façon, c'est un rôle à prendre à partir du moment où tu as un positionnement journalistique d'investigation. Ça me permet de me regarder dans la glace, quoi. Justement, on parle de fast fashion, un secteur qui pèse plus de 100 milliards de vêtements, de 100 milliards d'euros de vêtements, ça veut rien dire, d'euros par an. Est-ce que c'est utopique de se dire que face à ce mastodonte, on peut faire quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, c'est comprendre la valeur de chaque personne qui achète dans ce secteur, qui peut justement, en se multipliant, chaque petite action, en se multipliant, pourrait potentiellement changer les choses? Est-ce que j'ai une idée un peu utopique ou pas du tout? Non, elle est fondamentale, ton idée, et je pense qu'on a des exemples très concrets, notamment depuis le premier confinement, et grâce récemment, en fait, au poids et à l'ampleur des mouvements de contestation citoyenne sur les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, les Ouïghours, Raphaël Glucksmann, donc député au Parlement européen, si je dis pas de bêtises, qui s'est soulevé en fait contre leur exploitation. Il a réussi à fédérer plus d'un demi-million de personnes sur son compte Instagram. Il a réussi à faire plier des marques en fait à la seule force et à la force énorme, tu vois, d'un hashtag et d'un ralliement humain finalement. Et il faut bien réaliser que quelle que soit la taille des comptes sur les réseaux sociaux, c'est bien une somme de
d'individualité qui fait une force collective. C'est vraiment essentiel et que les marques, notamment les grandes marques, sont de plus en plus attentives aux revendications citoyennes et à ce qu'attendent les consommateurs. Et de toute façon, économiquement, elles n'auront pas le choix puisqu'on le voit notamment dans la fast fashion. Par exemple, la marque Bow, assez récemment, donc il y a un mastodonte de la fast fashion plutôt UK, après un scandale sur les conditions d'exploitation de ses employés dans ses usines, a vu ses parts de marché drastiquement diminuer, a fermé tout un tas de magasins et a annoncé récemment qu'il lançait leurs propres ateliers, leurs propres chaînes de production, au moins pour une partie de leur activité, au UK, donc en Angleterre, dans les mois qui viennent, pour justement reprendre un petit peu le contrôle sur ces conditions de travail. Donc, non, je pense que la voix citoyenne est absolument indispensable et que chaque maillon est important, la législation également. Et puis, autre chose très importante, la gouvernance des entreprises, en fait, les décisions qui sont prises dans les comités exécutifs et qui sont finalement drivées par le bon vouloir, le bon sens et les valeurs des dirigeants et, espérons-le, des investisseurs aussi. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. J'ai une autre question qui est toujours liée à ça. Justement, tu disais que les marques aujourd'hui, on l'a vu notamment pendant le premier confinement, et ça continue maintenant, essayent de changer la donne. On a des groupes comme H&M qui vont sortir des branches un peu écologiques, on va dire, vertes, green. Il y en a beaucoup. Donc là, j'ai cité H&M, mais il y a aussi Nike, Adidas et j'en passe. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle volonté de changer une façon de faire ou c'est juste surfer sur une vague et que derrière, la méthode n'est peut-être pas très honnête? Là encore, je pense qu'il y a deux temps à cette réponse. Il y a un avant et un après Covid. Ouais. Effectivement, les initiatives Conscious des grandes enseignes, il y a quelques années, je dirais entre 2016 et 2020, clairement, c'était des positionnements stratégiques marketing et c'était littéralement du greenwashing puisque c'était mettre en avant concrètement un pourcentage infime de tes capsules, en fait, via une capsule green, alors éco-conçue, quelle qu'elle soit, en matière recyclée, en matière biologique, généralement largement associée à des campagnes publicitaires qui sont, comment dire, qui donne aux consommateurs l'impression d'un univers éco-responsable, à savoir on met du verre partout, on met des plantes sur les shootings, voilà, on fait une sorte de... J'ai le souvenir d'un shooting H&M dans un univers un peu post-apocalyptique avec des plantes qui sortent du béton, voilà, et la mise en avant de matières éco-responsables. Ça, c'était l'avant-Covid. Il y avait aussi quelques initiatives un peu timides, assez chères d'ailleurs, telles que Adidas et les chaussures en association avec la Parley, donc des sneakers qui étaient faites à partir de filets de pêche recyclés issus des océans. C'était une façon de tester le marché, une façon de mettre un petit doigt dans l'engrenage. Et puis, probablement aussi, il y a une réalité industrielle derrière. C'était un premier temps de développement de ces matières qui sont nouvelles et puis de ces méthodes de production qui coûtent nécessairement plus cher, qui sont pas conventionnelles par définition. Savoir si elles peuvent être appliquées à plus grande échelle et si elles sont économiquement viables, sachant que c'était des baskets qui coûtaient très cher et qui étaient disponibles en plus pour l'effet un petit peu hype en drop sur quelques milliers de paires seulement. Maintenant, il y a l'après-Covid. Je crois que toutes ces marques, à la lumière d'ailleurs d'études consommateurs, qui clairement, typiquement donc une étude Conso, une étude Zeno qui est parue en juin, post-Covid sur 8000 consommateurs en Europe, démontrait que les citoyens et les citoyennes étaient farouchement déterminés à soutenir des marques qui avaient une vraie raison d'être, voire se définissant comme étant une entreprise à mission, mais également toute la génération Z, donc les très jeunes, qui déjà, d'une part, ne concèdent plus donner des milliers des cents à des marques de luxe ou des marques premium parce qu'ils peuvent et ils préfèrent
aussi bien d'un point de vue stylistique que d'un point de vue écologique, s'habiller en seconde main. Je crois que donc à la lumière de ces résultats, les marques ont réalisé que de toute façon, le modèle traditionnel n'était pas viable et que le retour à la normale n'existerait pas. Par ailleurs, il y a aussi certaines têtes du luxe qui se positionnent en faveur d'un ralentissement et d'une transformation des méthodes de production, du rythme des collections et des défilés. Il y a par exemple Saint-Laurent qui sort du calendrier, Rick Owens également qui se positionne en faveur vraiment d'un ralentissement. Margiela qui a toujours été défenseur de l'upcycling. Je pense à la marque Chloé aussi qui pendant des années n'a pas voulu entendre parler des alternatives matières et là qui il y a quelques mois a annoncé à la tête de sa direction artistique Gabriela Hertz qui est une créatrice uruguayenne qui est une pionnière pareil de l'utilisation des deadstocks et de matières éco-responsables dans la mode. Et en fait c'est très important parce que ces marques-là, en fait, on a tendance à dire que dans la mode, il y a un débordement des idées du luxe vers le mass market et la fast fashion notamment. C'est-à-dire que le mass market et la fast fashion ont tendance à copier ce qui arrive de façon très verticale et descendante des défilés. Et donc, c'est des messages qui sont hyper forts et qui sont envoyés. On sait qu'on ne retournera plus à des défilés comme avant. On sait aussi que le shopping en boutique, clairement, il est absolument métamorphosé, que donc on ne va pas pouvoir continuer à pousser autant de collections avec un rythme aussi important. Et par ailleurs, il y a une vraie transformation, je pense aussi, un peu plus silencieuse d'ailleurs et très intéressante des marques du ventre mou en fait de la mode, à savoir des marques historiques qui sont pas aussi géantes que Zara, que le groupe Inditex, etc., mais qui sont bien plus conséquentes que les jeunes marques de mode éco-responsables dès la racine. Je pense à des maisons historiques comme Petit Bateau, comme Aigle par exemple, qui font beaucoup de choses en fait et qui jusqu'ici ne communiquent pas beaucoup et qui sont en train de renforcer leur statut en devenant entreprise à mission, qui se font accompagner sur du bilan carbone pour savoir où sont leurs pôles d'émission, qui cherchent à transformer leur sourcing de matière et petit à petit, qui proposent de plus en plus et qui implémentent de plus en plus ces choses-là dans leur collection. Et ça, on n'en entend pas beaucoup parler encore, mais pour moi aussi, c'est vraiment des indicateurs forts de changement. Maintenant, pour que ces changements soient significatifs et suffisamment importants pour qu'on puisse renverser la vapeur climatique, c'est des horizons à 2030. Et je pense que l'erreur, justement, de ces marques qui ont tendu au greenwashing il y a quelques années, était de considérer que, un coup de polish vert et ça allait passer et que dans 6 mois, tout retournerait à la normale. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience du fait qu'on est vraiment écologiquement dans une sacrée galère et que le rôle des entreprises, c'est plus de limiter les externalités négatives, mais c'est de contribuer positivement au fait qu'on survive en fait et au développement durable de la société partout dans le monde. Est-ce qu'on communique de la même manière pour une entreprise, on va dire lambda, traditionnelle, que pour une entreprise éthique ? Tu veux dire sur The Good Good ou en général ? En général. Parce que des fois, je me dis, est-ce qu'une entreprise qui communique mal, justement, ou qui ne communique pas, comme tu viens de me dire, est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas faire ou est-ce que c'est parce que les moyens ne sont pas les mêmes et qu'il y a un langage qui est particulier quand on veut communiquer sur de l'éco-responsabilité, sur des matières, sur des choses comme ça. Comment on fait ? Alors, c'est une bonne question. Là aussi, je pense que le monde des médias et de la communication est vraiment en transition. Je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on est à peu près de la même génération, mais quand on lisait les magazines, quand on était ado ou même il y a quelques années, c'était, que ce soit pour le style ou l'écologie, gavé de superlatifs qui ne veulent pas dire grand-chose, à savoir la collection de Intel est super green et hyper stylée pour les nanas qui ont un style en conscience, par exemple, ou qui veulent avoir une allure consciencieuse et éthique. Voilà, ça veut absolument rien dire. Ça sert aucune cause, on comprend rien et éventuellement, on espère que ça va convaincre le client. Et ça, c'est dû au fait que finalement,
on s'est complètement perdu dans ce schéma traditionnel de médias associés à des annonceurs et médias qui ne vivent que par les annonceurs, c'est-à-dire la pub. Aujourd'hui, les magazines, les prints, sont nourris par évidemment les marques de mode qui payent pour avoir des inserts de pub entre deux pages, sachant qu'il y a 81% de pages de pub et le reste, c'est éventuellement un peu de contenu. Mais il y a également dans le contenu qui est proposé tout un tas de placements produits qui ne servent que certaines marques et toujours les mêmes d'ailleurs, celles qui ont de l'argent. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucune objectivité journalistique, aussi bien dans le style, on n'a plus du tout le droit de critiquer une collection quand on ne l'a pas aimée, par exemple, mais aussi en termes juste d'information, quoi. Et à côté de ça, la communication des marques de mode conventionnelles, elle était un peu faite pareil, à savoir, on cherche des arguments tous plus flatteurs les uns que les autres, à grands coups d'adjectifs à paillettes, pour essayer de vendre. Et en fait, aujourd'hui, il y a un choc des cultures entre justement cette historique de la communication dans la mode et la nouvelle génération qui en a rien à faire des superlatifs, qui est ultra défiante par rapport aux marques et qui, au contraire, veut une information brute et veut savoir simplement où c'est fait, si c'est certifié, par qui, est-ce qu'il y a des photos des usines où c'est produit, de quoi est composée la matière, où a été travaillé le vêtement et de quoi est fait le packaging. Et du coup, il faudrait revenir idéalement à cette méthode de communication transparente et nue qui peut être un peu froide, mais qui devrait être pour moi, qui n'est pas de la communication. En fait, ça devrait être des informations qui sont disponibles simplement sur n'importe quel site internet, tu vois, et qui sont pas là pour faire vendre davantage, qui sont juste là pour informer. Et après, tu as donc peut-être le pendant un peu plus vendeur de cette d'une collection, par exemple, éco-responsable. Et là, pour le coup, c'est intéressant, mais c'est les marques de mode éthiques qui ont un certain travers, à savoir vouloir faire de leurs engagements leur argument numéro un en marketing. Ce qui est une bêtise parce que tu peux pas considérer... en fait, un argument marketing ne peut pas être... doit durer dans le temps. Ce qui fait la raison d'être d'une marque, ça doit durer dans le temps. Or, si tu dis ma raison d'être, c'est l'écologie, d'ici quelques années, toutes les marques seront, tu vois, forcées d'être écologiques, de gré ou de force le seront. Et du coup, ce sera absolument pas différenciant. Donc, qu'est-ce que c'est ta vraie valeur ajoutée? Pourquoi tu as monté une marque indépendamment du fait d'avoir envie de gagner de l'argent, ce qui est aussi légitime, mais quelles sont tes valeurs, quoi? Qu'est-ce que esthétiquement, qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce qui te touche artistiquement, humainement, d'un point de vue entrepreneurial? Raconte-nous un petit peu ce qui fait ta marque au final. Et je pense que du coup, la recette de la com telle que je l'envisage pour les années à venir, c'est vraiment celle-ci. C'est d'une part une communication sur la marque et ses valeurs, mais vraiment qui soit viscérale, j'ai envie de dire. Par exemple, je sais pas moi, tu prends un petit bateau fait des vêtements qui sont confortables et doux pour les enfants, dans lesquels ils peuvent jouer partout et qui se passent de génération en génération. Voilà. Et en plus de ça, on peut dire, avec l'amour d'un savoir-faire, du tricotage en France qu'on transmet depuis 100 ans. Point barre. Et à côté de ça, tu as la communication qui ne doit pas servir de marketing sur c'est du coton Supima, c'est du coton biologique, c'est fabriqué dans tel atelier, etc., etc. Mais ça, tu ne le mets pas en avant. Et finalement, en fait, ce modèle-là, il pourrait être utilisé par n'importe quelle marque. Et je pense que c'est, à mon sens, c'est la meilleure façon de communiquer, parce que tu prennes une marque de luxe, même un mastodonte, je sais pas moi, un Balenciaga, ou que tu prennes une toute petite marque éco-responsable, moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dans les tripes du créateur, tu vois, pour savoir si ça me touche. Et ensuite, les moyens qui se donnent pour arriver à ces fins-là, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que je le vois. Mais clairement, surtout que pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, ce qui revient énormément au niveau des gens sur les réseaux, c'est on veut de la transparence. Et je crois que c'est quelque chose qui revient tellement. Finalement, c'est comme tu le disais, c'est assez simple de dire où on achète nos tissus, où sont fabriqués les vêtements, les sacs, les chaussures, peu importe. Mais voilà, juste être transparent sur ça,
surtout si on sait que derrière, on fait quelque chose de bien et qu'on le fait dans les bonnes conditions. Complètement. C'est quoi acheter un vêtement au juste prix? Parce que souvent, justement, dans ce milieu éthique, éco-responsable, on entend cette notion acheter un vêtement au juste prix. Mais c'est quoi acheter un vêtement au juste prix? Alors, c'est une question qui est complexe. En gros, alors je peux renvoyer tes auditeurs à un article qui s'appelle Le vrai coût de la fabrication française. Bon, évidemment, c'est un article qui parle de Made in France, mais qui décompose et qui fonctionne à peu près pour tous les vêtements. Il y a différentes choses. Déjà, en fait, pour comprendre comment est fixé le coût d'un vêtement, il faut d'abord commencer par savoir ce qu'il coûte à l'entreprise qui le produit, quel est son coût de revient à la sortie de l'usine. Donc, il comprend le coût de production, dans lequel il y a le choix des matières premières d'abord, ensuite le choix de tes partenaires de confection et évidemment comment tu vas les payer. Donc, en fonction du pays où tu fais fabriquer, le salaire minimum sera plus ou moins élevé. Associé à ça, donc quand le vêtement a été designé, la matière choisie, la confection effectuée, eh bien il y a les à côté, c'est-à-dire le packaging, les étiquettes, etc. Ensuite, tu as le coût marketing. Donc ça, c'est un coût qui peut être réduit à zéro si la marque décide de ne faire aucune publicité, de ne pas avoir d'annonceurs, de ne pas avoir de relais d'influence, etc., etc. Tu as les coûts de distribution, ce que te coûte le site internet, par exemple, si tu vends en ligne, ce que te coûtent tes boutiques physiques et donc potentiellement l'électricité qu'il y a dedans, les gens que tu embauches, les personnes qui font le ménage. Voilà, enfin, ce sont des frais qu'on appelle fixes. Et donc, dans lesquels rentrent ce qu'on appelle les coûts de structure. Donc, tous ces coûts-là, tu les additionnes et tu as donc le prix de vêtement d'un revient. Le prix de revient d'un vêtement. Une fois que tu as ce prix de revient, tu calcules ce qu'on appelle la marge. Donc, c'est-à-dire que en moyenne, on considère que pour rentrer dans les clous, ces coûts fixes en tant qu'entreprise, etc., et pour pour trouver le juste équilibre entre rentrer dans les clous, rentrer dans tes considérations économiques en tant qu'entreprise et ne pas duper le consommateur, on tourne entre 3 et 4. C'est-à-dire qu'on multiplie entre 3 et 4 le coût de revient du vêtement. Et ce sera le coût de la mise en marché. Alors, ce coût, évidemment, peut varier en fonction de si tu as des revendeurs ou pas. Parce que si tu fais de la distribution directe, tu ne payes pas quelqu'un pour exposer tes produits dans sa vitrine, un magasin. Alors, ça peut être une grande enseigne comme les Galeries Lafayette, par exemple, ou une petite boutique indépendante qui va vendre plusieurs marques. Mais en gros, voilà, tu calcules ta marge comme ça. Et donc, le prix juste d'un vêtement, c'est idéalement, en fait, si on considère qu'on a des matières éco-responsables, un vêtement qui va être fabriqué dans des conditions dignes de travail qui respectent à la fois donc d'un point de vue environnement, sanitaire, sécurité sur le lieu de travail, etc., et à la fois en termes de salaire, et on ne parle pas du salaire minimum, mais du salaire avec lequel on peut vivre décemment, l'ensemble des acteurs et des actrices sur la chaîne de production. Donc ça va de la personne qui va avoir la propriété intellectuelle du vêtement, qui va le dessiner, à la personne qui va, jusqu'au bout de la chaîne, te le vendre. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est très clair comme explication, mais le coût fixe d'un vêtement, c'est ça, le coût juste. Et j'ajouterais peut-être que ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est le coût d'usage versus le coût d'achat. Le prix juste d'un vêtement, parfois, peut paraître élevé quand on achète auprès d'une marque éthique, mais parce que finalement, il est à rentabiliser sur X années. C'est-à-dire qu'une paire de baskets que tu vas acheter typiquement, allez, on va balancer un peu, chez Lidl, là, les fameuses paires ignobles jaunes et bleues qui ont fait fureur et qui sont vendues, je crois que c'était 12,99 €, enfin bon bref. Un enfer écologique et tout ce que tu veux, fabriqué dans des conditions déplorables. Cette basket-là, sa durée de vie, c'est 6 mois, aussi bien en termes de style que de qualité. Donc au final, c'est 12 €, mais que tu vas devoir, admettons sur 10 ans, tous les 6 mois, donc ça fait à peu près, c'était 12,99 €, donc 26 € par an. Ça fait environ 300 € si tu comptes, 260 € sur 10 années.
j'exagère un peu parce qu'on garde pas une paire de baskets 10 ans, mais allez, une bonne paire de baskets que tu gardes 4 ou 5 ans, si tu la payes d'emblée au prix fort chez une marque éthique et qu'elle est de qualité, tu vas amortir ton investissement dans le temps. Donc, le coût juste d'un vêtement est à considérer en termes à la fois de prix d'achat et de prix d'usage. Justement, pour rebondir sur cette notion de coût, moi, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui dans le système de consommation que l'on a de briser, tu sais, cette façon qu'on a de consommer et de dire aux gens, si je reprends ton exemple, ben la basket, faudra la garder 4 ans et pas la changer tous les 6 mois. Et c'est hyper compliqué parce que j'ai l'impression qu'on a quand même éduqué les gens avec justement la fast fashion à changer régulièrement et à avoir cet effet de mode tous les 6 mois, voire moins même pour certaines enseignes. Donc, comment on arrive à déconstruire cette façon de penser? Et je trouve ça, je sais pas, mais je trouve ça compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué, je suis d'accord avec toi. Je peux peut-être en fait te parler de mon point de vue de consommatrice, parce que moi, je suis vraiment férue de mode de la première heure. C'est-à-dire que en fait, mon combat, c'est l'écologie, mais c'est aussi et avant tout la mode par ce qu'elle a, pour ce qu'elle a d'épanouissant et de réjouissant, voilà, en termes notamment d'expression artistique et ce qu'elle permet à chacun tous les matins et à chacune en s'habillant d'exprimer des choses et de vivre, voilà, de vivre une expérience créative à travers ses vêtements. Il y a un terme que j'aime bien, en fait, c'est celui de pouvoir émotionnel du vêtement. Et je pense que le premier pas pour avoir une consommation plus responsable, c'est pas d'aller chercher des marques de mode éthique, c'est pas d'aller chercher des matières éco-responsables, c'est de se demander, au-delà même de ce dont tu as besoin, ce que tu aimes et qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de porter en fait, qu'est-ce que tu racontes quand tu t'habilles. Ok, tu vas avoir besoin de basiques, de sous-vêtements, d'un t-shirt noir, d'un t-shirt blanc, mais à côté de ça, qu'est-ce qui t'apporte de la joie au quotidien dans ton dressing? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et la réponse, elle est 1000 en une, en fait. Ça peut être une pièce vintage de ouf que j'ai chinée, que je suis seule à avoir. Ça peut être une fringue que j'ai récupérée d'une copine. Ça peut être une pièce de fast fashion que j'ai achetée il y a 6 ans, que je mets tout le temps, que j'adore, et du coup que j'ai amorti tant et plus. Ça peut être... en fait, un vêtement que tu vas décider de te réapproprier parce que tu vas faire, tu vois, c'est la veste que j'ai aujourd'hui, changer la doublure parce qu'elle était un peu terne et que tu la portais plus. Et en fait, à partir du moment où chacun des vêtements que tu fais rentrer dans ton dressing a cette composante émotionnelle, a cette raison pour le coup d'être dans ton dressing, eh bien, parallèlement à ça, tu diminues le craving et cette envie de consommer et tu arrêtes de considérer notamment à grand renfort de publicité, parce que tu n'es pas la seule responsable, mais de considérer que l'acte de consommation va t'apporter du bonheur et va faire de toi une personne plus heureuse que ce que tu es. Parce qu'en fait, c'est très ésotérique comme truc, mais la solution, elle est vraiment, et le bon sens, à l'intérieur de toi. Et c'est ta boussole interne, comme n'importe quel choix dans la vie, en fait, qui sait mieux que n'importe qui, et particulièrement que la publicité, ce dont tu as besoin. Et du coup, en fait, faire ce travail de réappropriation de ces vêtements, des matières, des couleurs, de qui on est, quoi. Juste s'interroger et de ne pas essayer d'aller copier-coller un style que tu auras vu dans un magazine ou je sais pas moi, t'acheter quand tu sors de ta journée de boulot qui t'a déprimé parce que tu vas passer tout pile à la sortie du métro devant Zara qui sait exactement où il fallait se positionner pour te faire craquer. Voilà, te retrouver face à un espèce de rack sous une lumière dégueulasse, tu vas te dire oh là là, mais ce blazer, en fait il me le faut parce que je sais pas, franchement je viens d'être payée et là cette semaine c'était vraiment nul, ou alors demain j'ai un date et j'ai vraiment besoin d'un 10 millième truc parce que je sais pas du tout quoi me mettre. En fait, tu sais pas quoi te mettre parce que tu t'es jamais posé la question de savoir qui t'étais à travers tes vêtements et comment tu pouvais l'exprimer. Et finalement, quand tu retrouves cette notion de qui je suis à travers ce que je porte, spontanément, tu vas te mettre à moins consommer, ou alors tu vas aller t'acheter des pièces de façon plus rare, qui seront plus onéreuses et qui vont te faire vraiment hyper plaisir. Tu vas avoir moins de mal aussi à attendre une pièce. Et pour ça, la précommande est super vertueuse parce que tu as entre 2 semaines et 3 mois pour
te laisser le temps éventuellement de faire un pas en arrière si tu n'es pas sûr de ton achat. Et les stats prouvent que très peu de gens finalement se défaussent en fait et renvoient leur achat ou bien annulent leur commande avant qu'elle arrive, parce que en fait c'est un temps qui te permet de conscientiser justement cet achat et tes besoins. Et une fois que tu as capté ce truc, c'est l'épanouissement total, parce que vraiment tu prends plaisir et tu prends confiance en toi. Et tu sais que tu es en adéquation avec tes valeurs, tu vas savoir mieux vers quelle marque te diriger, aller chercher des vêtements, tu vas aussi moins culpabiliser. Ça, c'est un truc qu'on défend beaucoup, mais quand en fait, si vraiment tu sens, c'est le fameux 30 Wear Challenge en fait, si tu veux craquer pour une pièce dans une enseigne de fast fashion, que tu l'aimes d'amour, que tu y as pensé tous les jours pendant une semaine parce que tu t'es réfréné en te disant vraiment c'est pas bien, et que tu sais que tu peux t'engager à la porter sur 5 ans d'affilée plus de 30 fois, tu vas l'amortir beaucoup plus que n'importe quel vêtement de mode éthique que tu auras acheté un peu par conscience, mais qui va pas t'épanouir d'un point de vue stylistique et qui finalement sera plus impactant parce qu'il va se retrouver dans ton placard et que tu le porteras jamais, quoi. Et moi, la première, alors en plus, pour le coup, j'ai une morpho qui a pas trop changé depuis 10 ans, mais j'ai des fringues, enfin mon jean préféré, je l'ai depuis la seconde, j'ai 32 ans, tu vois, ça fait un petit moment. Euh, il est déchiré de partout, je l'ai fait repriser, je l'ai rapiécé, mais je l'adore. Et c'est un jean Pepe Jeans de la grande époque des délavages qui, je t'assure, n'avait rien d'éco-responsable quand je l'ai acheté. Non, mais tu sais quoi, j'adore vraiment cette façon de penser parce que moi qui suis dans cette démarche éco-responsable, je faisais pas du tout comme ça. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, l'année 2020, j'ai absolument rien acheté. J'ai absolument rien acheté. Et même pour mon mariage, je me suis mariée l'année dernière, et même pour mon mariage, j'étais plutôt partie avec cette idée, je veux quelque chose d'éthique, plutôt que ce que tu viens de dire, quelque chose qui va me faire plaisir et que je vais remettre. Et c'est vrai que prendre le problème, entre guillemets, à l'envers, comme tu dis, en pensant d'abord à ce qui nous fera plaisir, à ce que l'on veut réellement, finalement, c'est ça qui a du sens. Et pas d'emblée se dire, il faut absolument que ce soit éthique, il faut absolument ça. Et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à cette logique-là, que je trouve hyper intéressante. Donc merci parce que vraiment, là, tu viens de mettre une lumière là au-dessus de ma tête. Ah génial. Il y a un article, si tu veux, que je pourrais t'envoyer pour tes auditeurisses, n'est-ce pas? Il y a qu'on a écrit qui s'appelle Plus on cultive son style, plus on consomme responsable. Et c'est exactement ça. En fait, ça t'explique aussi. C'est pas de la faute des consos. C'est-à-dire que, en fait, la publicité nous a appris à ne plus penser par nous-mêmes et à penser qu'on avait besoin de suivre les tendances, qu'on avait besoin de ce nouveau vêtement pour être épanoui. Et donc, c'est vraiment un désapprentissage et un processus de conscientisation de son style vestimentaire, quoi. Tu as créé le podcast Onward Fashion. Tu peux nous en parler de ça, je suppose, bien sûr. Alors, j'ai écouté, mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, on continue sur la lignée de The Good Good. Mais est-ce que tu peux développer? Oui, bien sûr. Alors, c'est un chouïa différent. En fait, Onward Fashion, c'est le podcast des solutions business pour une mode durable. C'est une chaîne qui est plutôt à destinée des professionnels. Alors, elle est bien sûr adressée à tout le monde, mais à destiner des pros dans le sens où on l'a conçue comme une banque de données centralisée pour partager les bonnes pratiques entre les marques, entre experts et entre startups qui proposent des solutions tech qui aident finalement l'industrie de la mode dans sa transition écologique et sociale. Alors, des exemples concrets, en fait, il y a 3 typologies d'épisodes. Ça sort toutes les semaines. Les épisodes marques, les épisodes tech et les épisodes experts. Dans les épisodes marques, on reçoit une marque qui a vraiment craqué un modèle, par exemple la précommande ou Anna Schaff la semaine dernière, donc Marie Schott qui nous parle de la façon dont elle a été chercher les réponses de 4200 réponses en fait à un questionnaire au sujet de la lingerie pour les femmes, etc. C'est vraiment un partage de bonnes pratiques d'une marque qui a réussi. Ensuite, on a donc les épisodes experts. Là, c'est des sujets qui sont soit plus sociétaux. Par exemple, on a abordé la thématique de l'appropriation culturelle, la thématique de la place des mannequins noirs sur les podiums et de l'inclusion et de la représentativité.
Mais également qu'est-ce que c'est la joaillerie éthique et comment consomme la jeune génération qui veut des marques de joaillerie éthique, par exemple. Et enfin, donc ça, c'est 2 formats longs. Marque et expert, ça dure à peu près 1 heure. Et les formats tech, c'est des formats de 25 minutes où une start-up tech vient proposer sa solution et vient chercher potentiellement des clients, préférentiellement dans des grosses marques qui ont besoin d'avoir une solution comme Tipa, par exemple, qui propose en remplacement des polybags en plastique, des sacs en bioplastique compostable. On a également eu Boost, qui est une plateforme de logistique éthique, qui te permet de conditionner tes produits dans des conditions qui sont saines pour les travailleurs sur les plateformes logistiques, parce que ça, on n'en parle pas trop, mais avec le boom du e-commerce et notamment Amazon qui se gave, c'est souvent des conditions de travail qui sont extrêmement précaires, des gens qui sont dans des statuts d'intérimaires, qui bossent la nuit, dans le froid, et qui emballent nos petits colis pour qu'on les ait avec Prime à 24 heures après la commande, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc Onward, c'est ça. C'est hyper complet. Moi, je l'ai écouté et je suis fan. J'ai écouté le premier épisode justement qui parlait d'inclusivité et j'ai trouvé ça tellement excellent que je me suis dit, mais non, mais voilà, toutes les semaines, moi, je suis, tu viens d'avoir une nouvelle abonnée depuis quelques semaines. Génial. Il y a autre chose, parce que là, on a passé l'heure ensemble, donc je ne vais pas te retenir trop longtemps. J'aurais 2 petites questions, mais juste avant les 2 dernières questions, comme on parle du podcast, je vais revenir sur The Good Goods rapidement pour dire à ceux qui nous écoutent que des fois, c'est hyper compliqué de trouver des marketing. C'est compliqué. On va dire que c'est un peu barbant, c'est un peu chiant de trouver les marketing qui ne font pas du greenwashing. Et sur justement le site, vous avez un annuaire qui répertorie des marques qui font les choses bien. Et donc, si vous avez envie de trouver une marque éthique, allez sur le site The Good Goods. Vraiment, moi, j'y vais régulièrement pour voir un petit peu ce qui se fait, les marques, voilà. Et j'ai trouvé cette idée hyper top, quoi. Donc, je voulais juste faire la petite parenthèse et le préciser. Trop cool. Merci. Deuxième question derrière. Alors, avant-dernière question. Quels sont vos projets pour le site, pour le podcast? Ou est-ce que vous allez créer autre chose? Alors, on a déjà beaucoup de travail. Écoute, on est super heureux parce que dans l'entreprise, mon frère et moi, on est associés. Il y a Marion qui est conceptrice, rédactrice à plein temps chez nous, qu'on a recruté il y a 3 semaines, donc c'est trop cool. Et puis on a 2 super stagiaires à nos côtés, Mathilde et Caroline, à qui je fais un gros coup sur les réseaux et puis sur la partie plus partenariat. On rejoint la Caserne, qui est le plus gros incubateur européen de la mode responsable, qui ouvre à Paris dans précisément 2 semaines. On a déposé un dossier il y a 2 ans et on a été accepté et promu en décembre comme étant média référent. Et donc, en fait, on va être dans un écosystème génial dans 4000 m2 aux côtés de 15 marques de maroquinerie éthique et 30 marques de mode qui sont donc des jeunes pousses qui ont été triées sur le volet. Il y a également un Fab Lab, une bibliothèque de matières, un rooftop avec un resto végétarien pour lesquels je crois des chefs renommés sont en train de se battre pour savoir lequel va avoir le droit d'exercer quand espérons-le rapidement, on aura le droit de se réunir dans ce genre d'endroit. Et il y a également des masterclass dans des salles de conf qui sont dispo. Et puis je crois que c'est un piano-bar et tous les dimanches soirs, une soirée piano-bar à la Caserne. Donc ça, c'est génial. On y installe nos bureaux dans 15 jours. Ensuite, jusqu'ici, on n'avait pas du tout développé notre pôle vidéo. Donc, nous sommes en phase de recrutement pour ce faire. L'idée, en fait, c'est que The Good Goods, et c'est ce qu'on aimerait faire à terme, on est parti de l'écriture, l'édito. On a des articles qui sont hyper informés, mais qui sont aussi complexes. Et tout le monde aujourd'hui n'a pas le temps de dérouler 7 pages sur le vrai coût de la fabrication française. Et on considère que notre rôle, c'est d'informer. Et donc, il faut qu'on adapte nos formats au degré d'éveil et au temps disponible de chacun. Donc, on a d'abord développé ça sur les réseaux sociaux. On fait des carousels imprenants, des infographies, etc. Et là, on va se lancer sur un format vidéo qui va être assez digeste et informatif. Que te dire de plus? Écoute, ce sera déjà pas mal. L'idée, c'est qu'on continue de grandir, de prospérer. Et puis,
Voilà, c'est à suivre sur nos réseaux et en tout cas jusqu'ici ça se passe hyper bien, donc on continue sur notre lancée. Génial. Alors la dernière question qui pour moi est la plus importante de ce podcast, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de The Good Goods ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? À chaque fois que je pose cette question, j'ai la même réaction. Compliqué. Alors écoute, un truc qui soit commun aux deux, je pense que ça recoupe un petit peu ce qu'on racontait au début sur la légitimité et puis le confort. Je crois que plus personne aujourd'hui n'a de zone de confort, en fait. Aussi triste que ce soit, c'est réel. Le Covid nous ébranle tous profondément et durablement. Je dirais que il y a une phrase que j'aime bien qui fait écho chez moi. C'est tu seras toujours un outsider et c'est pas grave. Et c'est même probablement ta plus grande valeur ajoutée. C'est vrai pour quel que soit le domaine en fait de ta vie professionnelle, de ta vie sentimentale. Je crois qu'en fait on est vraiment dans une époque où au quotidien tout le monde est challengé et qu'on est en train de réinventer quel que soit le domaine, l'ensemble des systèmes qu'on connaissait dans l'alimentaire, dans la mode, dans les façons de travailler, dans les relations humaines. Il y a rien en fait de ce qui nous attend qu'on ne connaisse. Et la transition, c'est un terme qui est employé à toutes les sauces, mais qui pour moi est profondément représentatif de cette situation hyper inconfortable dans laquelle tout le monde est, le cul entre deux chaises, à savoir si, avec cette espèce de nostalgie du passé, de c'était mieux avant, avant ça n'existe plus, et cette incertitude du futur qu'on est en train, on l'espère suffisamment sainement et rapidement de préparer en s'opposant à tout ce que la société de ces 40 dernières années a de plus mauvais, à savoir le capitalisme néolibéral ultra débridé, le patriarcat sans faille, etc. On est en train de chacun avec ses petits moyens et chacun en étant un peu un outsider de la vie qui nous attend, de construire le futur. Et je pense que cette phrase, elle est importante parce que elle veut juste, en tout cas moi, elle me dit que la solution, c'est d'empoigner sa légitimité et d'y aller et de considérer que qu'on sera que finalement cette espèce d'imposture qu'on peut ressentir, on peut la transformer en une force pour construire la meilleure version de nous-mêmes, même si ça fait peur et qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Merci pour ces mots remplis de bon sens, qui en tout cas résonnent en moi, donc j'espère qu'ils vont résonner aussi via les gens qui nous écoutent. Et justement, vous qui nous écoutez, cet épisode se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ma pause café avec Sia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et maintenant sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt.